un musée, c'est pas un lieu où il y a que des choses un peu anciennes. C'est un musée qui va renouveler la créativité, c'est un musée qui va donner de l'inspiration, c'est un musée qui est dans les préoccupations actuelles aussi. Et je pense que c'est notre mission au musée des tissus et des arts décoratifs, mais c'est la mission de la culture en général. Ouais. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillés, habilleurs, bonne écoute! Bonjour Cécile de Moncep, bonjour les auditeurs et auditrices de Qu'est-ce que la mode. Merci de nous accueillir au musée des tissus et arts décoratifs, dans les bureaux. Ça fait du bien vraiment de revenir dans ces lieux et comme je disais, j'étais jamais venue à ces étages-là, toujours aux expos. Et puis pour les Lyonnais, on est au 34 rue de la Charité. Dans le 2e arrondissement, et puis c'est un lieu quand même assez emblématique, donc merci beaucoup de donner voix à tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe en fait ici et tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé. On va faire un petit passage un peu en histoire, donc merci beaucoup, bienvenue sur Qu'est-ce que la mode. Bonjour à tous. Alors vous êtes responsable du service culturel et pédagogique du musée. Vous êtes le lien avec le public. Ça m'a surprise parce que moi je me dis quand on pense justement au musée, on pense plutôt à un espace assez figé, statique et archives. Voilà. Un peu le cliché. Mais c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le rôle de ce service et ce que vous faites ? Alors effectivement, on a peut-être cette image souvent de musée figé dans le monde de la culture. En réalité, les musées, ils sont pas figés parce qu'il y a tellement de trésors dans les réserves qu'il y a forcément un roulement. Et ici, au musée des tissus et des arts décoratifs, ce roulement, il est encore plus présent peut-être que dans d'autres collections parce que le textile souffre d'être exposé. Donc forcément, on va très régulièrement changer les pièces qui sont exposées. Alors pour le public, c'est super aussi parce qu'on va faire de véritables découvertes. Et nous, au musée des tissus, on a une collection qui est incalculable tellement elle est vaste. On l'estime aujourd'hui à plus de 2 500 000 pièces textiles et plus de 36 000 ensembles au musée des arts décoratifs. Donc ce roulement, il est absolument nécessaire à la fois pour protéger cette collection, mais à la fois aussi pour la faire découvrir à notre public. Et mon rôle, c'est justement, lorsque le musée était encore en activité d'ouverture, c'était de faire découvrir les expositions et l'exposition entre guillemets permanente, puisque voilà, la permanence, la notion de permanence, elle n'est pas forcément véritable chez nous. Donc mon rôle était de faire découvrir à tout âge, à toute origine, ces collections qui étaient présentées. Aujourd'hui, comme nous sommes fermés pour une longue période de travaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'essaye avec ma collaboratrice et nos guides conférenciers, nos artistes qui sont encore avec nous, de faire découvrir, de faire redécouvrir ces trésors à travers des actions hors les murs. Alors bien sûr, on ne peut pas déplacer, nous, au sein du service culturel, les collections. Mais par contre, on a la chance d'avoir un photographe et par l'intermédiaire de photos de très bonne qualité qui nous permet aussi de montrer la collection
différemment. C'est-à-dire que la collection est tellement riche, on peut, quand on vient voir une exposition, on voit les tissus de face, où on voit une tasse à café comme on la voit normalement, mais on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir dessous, derrière. Donc là, grâce à ces photographies, on va pouvoir montrer le dos d'un tissu qui est tout autant intéressant et qui nous permet de mieux expliquer l'histoire du textile, la technique, etc., etc. Et de la même façon, on a une très belle collection aussi de mode, de costumes, d'accessoires, etc. On peut regarder la superposition des éléments. Un costume 18e siècle, c'est pas une simple robe. Il va y avoir un corps à baleine, une pièce d'estomac, un jupon, un manteau. Et on va pouvoir détailler tout cela alors que normalement, dans une exposition, on ne le voit pas. C'est plus figé. On peut voir la face, le dos. Parfois, on a des vidéos qui peuvent compléter, mais c'est vrai que le fait qu'on soit fermé, on va vraiment accentuer cela et afin de répondre aussi aux demandes de ces publics qui sont si différents. Cette fermeture temporaire, en fait, ça vous a rendu encore plus créatif et encore plus curieux de vos objets, en fin de compte, puisque oui, comme vous le disiez, c'est une fermeture temporaire pour des travaux, pour justement revisiter ces deux hôtels, c'est ça, particuliers, anciennement, et pour encore mieux découvrir et faire découvrir tous ces objets. C'est des chiffres astronomiques quand même. On se demande où c'est caché en fait tout ça, où c'est protégé. J'avoue que c'est pour ça en fait le musée des tissus et des arts décoratifs est un musée qui est ancien. En fait, il a vu le jour au milieu du 19e siècle, et il va ouvrir en 1864. Mais l'idée de ce musée est née dès la première exposition universelle en 1851 à Londres. Et son but premier va être de renouveler la créativité. On demande, ce sont les soyeux lyonnais qui, à leur retour de cette exposition universelle, vont demander à avoir un lieu de référence où ils pourront présenter leur création d'un point de vue technique, esthétique, etc. Mais surtout avoir des œuvres de différentes époques, de différentes parties du monde pour renouveler la créativité. Et c'est pour cela que la collection va se constituer. Bien sûr, il y a des tissus lyonnais, mais nous ne sommes pas musée de la soierie lyonnaise. Nous sommes vraiment musée du tissu au sens très large du terme, voire même du textile en fait, parce que le tissu c'est un entrecroisement de fils de chêne et de fils de trame, alors que le textile ça peut comprendre le feutre, les agglomérations, exactement, le tricot, etc., etc. Donc on a tout type de technique, tout type d'époque, les pièces les plus anciennes comme la tunique égyptienne, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, et puis des pièces très contemporaines qui montrent aussi les technicités d'aujourd'hui et de demain. Puisque effectivement le textile il est de partout et c'est aussi notre rôle de montrer le passé mais aussi l'avenir et donc de nourrir à la fois les entreprises et les chercheurs, etc., mais de nourrir également les artistes. Et on peut venir au musée dans les archives, il y a un rôle d'archive qui est très important aussi, et d'accueillir des créatifs autant dans le domaine de la mode, mais pas que, dans le domaine des arts décoratifs, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine de la technologie, etc. Et tout ça. Exactement, donc on est vraiment un lieu qui peut être un lieu d'inspiration, et c'est comme cela que ce musée a été conçu au 19e siècle, et aujourd'hui, c'est notre mission, en tout cas au service culturel, de promouvoir encore cette collection de cette façon-là. C'est pour ça que pour nous, la pédagogie, elle s'adresse à tous, mais dès le plus jeune âge. Donc quand le musée était ouvert, on avait l'habitude d'accueillir des tout-petits en crèche. Et aujourd'hui, nous nous déplaçons dans les crèches pour justement essayer de sensibiliser ces jeunes enfants à la collection, aux motifs, aux couleurs, au toucher, à la matière, etc. Pour éveiller les sens, et en espérant que quand ils seront grands, ils viendront de nouveau dans nos collections.
Et de continuer de découvrir en fait la richesse des histoires, pas de cette histoire, parce que comme vous l'avez dit, le textile, il y en a dans le monde entier, et nous à Lyon on a une histoire déjà bien riche, mais en plus de ça vous êtes élargie, et puis c'est un éveil qui se fait depuis tout petit, mais aussi encore aujourd'hui. Moi je me souviens quand j'étais étudiante à Lyon, de découvrir ce lieu, et je me suis dit mais c'est dingue, c'est un espace à aménager, à construire et tout ça, et construire une exposition, c'est faramineux aussi. En plus, comme c'est des objets historiques, et comme vous l'avez dit aussi, c'est précieux. Alors peut-être que les auditeurs n'ont peut-être pas, ne connaissent pas en fait pourquoi il y a autant de roulements, parce qu'en fait le tissu et la matière est très sensible à la lumière. C'est ça. Donc effectivement, selon les matériaux utilisés, il faut un certain nombre de lux, donc un éclairage très faible pour protéger les collections, puisqu'effectivement la lumière, c'est malheureusement la principale dégradation du textile. D'ailleurs, on le voit chez nous, simplement, si nos rideaux sont sombres, au bout de quelques années, en plein soleil, ils perdent leur éclat. Donc effectivement, c'est pour cela que le musée était plongé dans une certaine pénombre pour la protection des collections. Donc on doit aussi avoir ce roulement régulier pour ne pas trop exposer trop longtemps à la lumière. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu pour que on protège la collection, et que le visiteur, le public, parce que c'est aussi un enjeu, cette collection, elle ne nous appartient pas, elle appartient à l'humanité, donc il faut vraiment qu'on puisse la montrer aujourd'hui, comme on l'a montré au 19e, mais comme on la montrera aussi dans plusieurs siècles. C'est le rôle d'un musée, c'est ça, c'est transmettre à l'humanité. Donc on se doit effectivement de pas forcément trop exposer, et d'exposer dans des bonnes conditions. Après, en fonction des pièces, il y a des pièces qui vont être plus sensibles que d'autres. Alors la lumière, elle crée des dégâts sur le textile, mais pas que, sur des pièces d'art décoratif aussi, sur les marqueteries, etc. Donc là aussi, chaque pièce doit être étudiée et doit engendrer une réflexion particulière au niveau de la muséographie, de la scénographie. Et bon, c'est un travail du coup collectif avec plein de corps de métier, je pense. C'est ça, exactement. Donc nous au musée, on est une toute petite équipe, mais par contre on a la chance d'avoir un atelier de restauration, et nos 2 restauratrices sont là pour manipuler les pièces, les exposer de la meilleure façon, pour ne pas faire souffrir ces pièces-là, tout en pensant comment le visiteur va lui percevoir la pièce. Et d'ailleurs, aussi pendant cette période de fermeture, nous, au service culturel, quand on va à la rencontre de notre public, on parle beaucoup de la restauration, parce que c'est quelque chose qui intéresse le public. C'est quelque chose qu'on ne visite pas. Voilà, on ne peut pas visiter l'atelier de restauration, comme on ne visite pas les réserves d'un musée. Mais en tout cas, nous, le service culturel, on s'est donné aussi cette mission-là, de faire connaître ces métiers, qui sont des métiers d'art, mais pas que, en fait. Et c'est ça, d'un côté très technique, très scientifique, parce qu'elles font elles-mêmes leur propre teinture. Donc voilà, il y a vraiment des parcours, et je ne suis pas du tout compétente pour présenter véritablement leur métier. Mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est de montrer qu'effectivement, avant d'arriver à une présentation qui satisfasse le public, il y a tout un travail de réflexion par l'équipe de conservation, par l'équipe de restauration, pour arriver à une exposition. Ouais, et donc c'est la construction d'une expo peut durer assez longtemps, quoi. Donc c'est vrai, ça peut être assez long, déjà dans la conception, l'idée même, parce que souvent dans les expositions aussi, on associe d'autres institutions pour mettre en écho, et en France on est assez riche, et c'est pour cela que pendant cette période on le faisait déjà avant, et on continue à le faire, ça on le sait pas forcément, mais pendant cette période de fermeture, nos pièces sont toujours prêtées lors d'expositions temporaires, ou de parcours,
fait. Voilà, elles sont là, et en fonction des demandes que l'on peut avoir, et ben là aussi, l'équipe scientifique se réunit en disant oui, cette pièce, elle peut bouger parce qu'elle est en état, ou non, voilà. Donc, on va la restaurer justement pour l'exposer dans telle exposition. Et à Lyon, on peut voir certaines de nos collections, notamment au Musée des Beaux-Arts, où il y aura quelques pièces de tissu copte présentées. Il y a des peintures de la Renaissance qui habillent aujourd'hui le parcours du Musée des Beaux-Arts. Donc c'est aussi une collaboration entre structures. Nos tapisseries, certaines sont parties au Musée du Buisson. On a un très beau clavecin réalisé par Donzelag, donc musicien, directeur de l'opéra de Lyon au XVIIe siècle, qui est parti à la Cité de la Musique et qui va être restauré et donc qui va pouvoir être joué là-bas. Donc voilà, c'est aussi cette période de fermeture, elle est aussi l'occasion de continuer à valoriser la collection à travers des expositions temporaires à travers le monde. Là, j'ai cité des exemples en France, mais on a aussi des exemples à travers le monde. Et donc le cœur et la raison pour laquelle est né en fait donc le musée reste le même. Continuer de cultiver la créativité en fait de nous métiers de la mode, mais pas que justement. Exactement. Et c'est super riche, et de voir en fait aussi le dialogue que vous faites, les conversations qui se passent. Vous parliez du clavecin, on peut se dire pourquoi on parle de cet objet. Oui, mais la mode et la musique, c'est une sacrée histoire, enfin même au pluriel on va dire. Et puis le côté dialogue aussi. Je repense aux dernières expositions qu'il y a eu avec Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood, un dialogue entre histoire passée et contemporain. Comment vous construisez ça ? Parce que Vivienne Westwood, c'est pas des objets, on va dire, de notre territoire. C'est aussi une créatrice contemporaine encore active aujourd'hui. Comment ça s'est fait ? Puis Yves Saint Laurent, c'était magnifique. En fait, c'était pas Yves Saint Laurent, mais c'était les maisons en plus textiles avec qui il travaillait. Il y avait tous les noms, des choses que normalement on ne voit jamais. Comment en fait vous faites ce dialogue passé, contemporain C'est les projets d'exposition, c'est vraiment la direction et la conservation. Donc notre conservatrice Madame Monteil, a mené des partenariats avec le musée Yves Saint Laurent et puis avec Lee Price qui est collectionneur de Vivienne Westwood, et c'était la collection de Lee Price exposée en résonance avec des œuvres du musée, parce qu'effectivement Vivienne Westwood s'inspire beaucoup du passé, et on a pu en regardant les œuvres de Lee Price, collectionnés par Lee Price, mettre en relation des objets que nous avions dans nos collections. Et donc tout ça a été le travail de Madame Monteil avec la chargée des collections de l'époque, qui vont penser cette exposition. Nous, au service culturel, on n'est pas directement impliqués dans la pensée de l'exposition, c'est pas notre rôle, bien que des fois on nous demande un avis, etc. Mais par contre on est sollicité pour le parcours, pour voir si le parcours sera adapté à tout type de public. Pour l'exposition de la collection de Lee Price, on a eu la volonté de mettre en place des cartels spécifiques pour un jeune public, de faire un petit livret jeu à côté. Donc voilà, on est au début du projet jusqu'à la fin, voire jusqu'après. Voilà, parce que c'est vrai qu'une fois que c'est monté, etc., l'équipe de conservation passe à autre chose, et nous on est encore dans le avec le public, avec le public, et on a beaucoup de plaisir à transmettre justement. Donc c'est vrai que la rencontre de Lee Price, la discussion avec la conservation, les problématiques qui ont pu être rencontrées, le public il aime bien aussi connaître un petit peu cela. Malheureusement cette exposition elle n'a pas pu trouver son public jusqu'au bout, puisque nous avons dû fermer à cause de la crise sanitaire. Mais nous, justement, on a continué par l'intermédiaire de visioconférences à pouvoir parler de cette exposition encore aujourd'hui. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait des photos avant l'exposition, donc pendant le montage, et pendant le démontage, on a pu faire également une campagne de photos. Donc en plus, on peut montrer comment
on monte une exposition physiquement. On a des photos de pièces qui ont été restaurées, donc on peut montrer avant et après. Et c'est vrai que l'arrière du décor intéresse aussi. Et puis, ça montre aussi les nouvelles préoccupations qui sont importantes pour un musée. C'est-à-dire que effectivement, l'exposition a dû fermer. On a continué, nous, à la promouvoir à travers ces conférences. Et puis, elle a été démontée. Et plutôt que de tout jeter à la poubelle, on a trouvé des solutions pour pouvoir réutiliser le matériel scénographique. Et donc, ça aussi, c'est des préoccupations que les gens n'imaginent pas. Et donc, c'est important, à travers nos missions hors les murs, d'expliquer qu'un musée, c'est pas un lieu où il y a que des choses un peu anciennes. C'est un musée qui va renouveler la créativité, c'est un musée qui va donner de l'inspiration, c'est un musée qui est dans les préoccupations actuelles aussi. Et je pense que c'est notre mission au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs, mais c'est la mission de la culture en général. Ouais. J'en ai bénéficié par exemple du parcours avec une classe. J'avais ramené l'exposition avec la collection sur Vivienne Westwood et c'était super riche. Enfin, même si on connaît l'histoire, où on est attaché à un certain style et tout ça, avoir une personne qui nous accompagne à regarder un objet, retrouver l'histoire, ça n'a rien à voir. Même si on est sensible au milieu et tout ça, on va encore plus loin. Et c'est pas juste le regard qui est cultivé, c'est aussi la pensée, c'est la compréhension, c'est une prise de position, surtout avec le parcours de cette personne. Et donc en fait, voilà, c'est là, la pédagogie, votre pédagogie, elle va de la construction donc, d'une scénographie, puisque en fait, la scénographie, elle n'est pas seulement pour valoriser un objet, elle est là pour le présenter, le transmettre à nous, passants, j'allais dire. Et puis aussi, la parole, en fait, c'est accompagner la pensée. Ça, c'est vraiment riche. Donc, c'est un vrai travail aussi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est les médiateurs, les conférenciers, etc., ont leur propre personnalité. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, on ne va pas donner un discours figé. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de transmettre un certain nombre de ressources documentaires qui nous permettent de préparer la visite ou de préparer la conférence ou de préparer l'atelier, etc. Mais on n'est pas là pour dicter un discours. Donc, chacun, avec sa personnalité, va aussi animer de façon différente. Donc c'est vrai que quand on visite une expo avec plusieurs médiateurs, on va avoir la base qui est là, parce que bien sûr le propos de l'expo ne va pas changer, etc. Mais chacun va peut-être présenter les choses d'un point de vue différent ou d'une façon différente. Donc on apprend tout le temps. Et puis comme je vous le disais, la collection elle est tellement riche. Dans l'exposition autour de la collection de Lipraz, je ne sais plus exactement le nombre, mais à peu près 200 pièces peut-être. Donc forcément, pendant une heure de visite, on va pas voir les 200 pièces. Donc forcément, le médiateur va faire une sélection. Et cette sélection, il le fait par rapport au discours qu'il a envisagé. Et ça veut dire que là aussi, on va avoir une adaptabilité au groupe. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le même discours avec un groupe de crèche, un groupe de primaire, un groupe de lycéens et un groupe d'adultes ou de personnes. Vous parliez de l'exposition Saint-Laurent qui mettait en avant les entreprises textiles. On a reçu des entrepreneurs textiles de la région. On n'allait pas leur parler de leur maison, ils la connaissent. Donc c'était pas ça qui était intéressant pour eux. Donc là aussi, on va s'adapter bien sûr à notre public. Et c'est aussi ça qui est extraordinaire, c'est que être guide dans un musée, médiateur, etc., on ne répète jamais la même chose en fait. On va toujours, même si on a une base, on va toujours s'adapter, on a toujours plein de ficelles à tirer avec parfois des anecdotes parce qu'on sait que tel type de public, il faut lui donner des anecdotes pour l'accrocher, et puis parfois quelque chose de beaucoup plus technique, théorique, parce qu'on a un public qui aime cette partie-là. Et dans le textile, justement, le textile, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'industrie? Est-ce que c'est de l'artisanat? C'est des questionnements qui sont
au cours du temps et qui sont toujours d'actualité. Donc on peut prendre effectivement toutes ces phases pour pouvoir créer un parcours. Et puis après, il y a tout le côté aussi du genre. Le textile, on dit la mode, c'est quelque chose pour les femmes. Ben non, en fait. Et quand on regarde toutes les entreprises textiles, elles sont dirigées encore par des hommes. Donc non, on n'est pas un musée du tissu qui n'intéresse que les femmes. On est un musée des tissus qui peut intéresser tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son genre. Et c'est notre rôle au service culturel de faire passer cela et en s'adaptant, bien sûr, à son public. La pédagogie, c'est vraiment le cœur, le deuxième cœur, du coup, de ce musée, mais aussi de ce service, en fait, pour... je pense cela. Non, mais c'est vraiment parce rôle, mais... qu'est-ce que ce serait la mode sans le partage, l'enseignement, la pédagogie? Enfin, on n'apprend pas de la même manière un métier ultra technique que s'initier à, je sais pas, aux couleurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis même au concept, bref, et c'est vraiment riche de voir en fait que c'est pas au public de s'adapter, mais qu'il y a une vraie conversation, une vraie dynamique. C'est ça, et puis il y a une vraie part aussi d'imaginaire, je trouve. Oui. Dans la pédagogie pour le public, d'aller dans un musée comme celui-ci, alors c'est vrai qu'aux arts décoratifs, on peut recréer des ensembles et on a l'impression d'être dans un palais, dans un château et de visiter un hôtel particulier du 18e. Et on peut avoir des reconstitutions avec du tissu, des costumes, effectivement. Mais des fois, quand on a juste une laisse de tissu, on voit le motif, on peut imaginer la technicité qu'il y a derrière pour obtenir ce tissu. Mais aussi on peut se projeter dans une période et se dire ce tissu, en fait c'est pas une simple laisse, en fait c'était une laisse qui était destinée à une robe de telle époque, donc on s'imagine la robe et il faut s'imaginer avec les jeux de lumière, puisque mettons qu'on prenne les tissus de la fin du 19e siècle avec les robes à crinoline ou les robes à faux cul, et puis l'arrivée de l'électricité qui va changer la vision du textile, et voilà, avec les fonds très très noirs, parce qu'on a fait des progrès dans le domaine de la teinture, donc maintenant on sait teindre la soie en noir et un noir extrêmement stable, voilà, ça devient pas jaune, marron, etc. Rouge, un peu bizarre. Voilà, avec finalement ces fonds noirs qui font référence aussi aux meubles laqués qui fascinent, qui viennent du Japon. Donc en fait on imagine plein de choses, et je trouve que simplement un tissu, on peut imaginer comment on vivait, comment on le fabriquait, comment on le portait, etc. Et c'est ça aussi qui est fascinant, c'est ce pouvoir de faire imaginer des choses à notre public. Et je trouve qu'aujourd'hui, parfois l'imagination elle est plus là. On tape, on a tout de suite une réponse sur nos téléphones, etc. Et on ne se projette pas, on s'imagine pas. Et puis des fois on s'imagine, et puis quand on vérifie on dit j'avais pas imaginé ça justement. Donc et je trouve que c'est ça qui est fascinant. Vrai. Et puis d'après photo, des fois on a des problématiques d'échelle, et en fait quand on se retrouve face au produit, à la pièce, ça n'a rien à voir. Et donc de jouer et de travailler en fait avec l'imaginaire de tous vos publics, parce que donc vous allez des tout petits de la crèche aux personnes aussi, vous me parliez qui sont en EHPAD par exemple. Ça c'est un large panel d'imaginaire et d'imagination, d'acquis aussi, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière, donc par exemple aux personnes qui travaillent dans ces entreprises textiles, et aux tout petits, ou aux personnes lambda, et donc c'est un éveil de tout public, c'est ça. Et puis le textile, ça éveille les sens. Effectivement, on intervient dans des EHPAD avec des projets, et dans les EHPAD, on a différents types de publics, des publics qui sont malheureusement dépendants et qui ne peuvent plus non plus l'autonomie physique, même voire de leurs mains. Et il y a quelques années, on est intervenu auprès de personnes en toute fin de vie, donc qui ne bougeaient plus, qui avaient très peu de visites, etc. Et on intervenait simplement quelques minutes, 10-15 minutes, dans les chambres, où on leur racontait une histoire, on leur faisait toucher des tissus.
Et en fait, les personnes soignantes nous ont dit il faut qu'on arrête parce qu'en fait, ça crée trop d'émotions à ces patients-là, parce que ça leur rappelle peut-être des choses bonnes ou moins bonnes, mais elles n'arrivaient plus ensuite à les contrôler. Donc on voit bien que le textile fait appel à des sens très profonds, et donc c'était très émouvant en fait de se dire que peut-être on a créé pendant quelques minutes auprès de ces personnes des émotions fortes. Alors on ne sait pas ce que c'est ces émotions, mais en tout cas ça a créé un énervement, ça a créé des larmes, ça a créé de la tristesse, et c'était très très fort. C'est vraiment puissant d'entendre ce témoignage. On réalise vraiment combien c'est sensible et que même si on voit une couleur, on touche une matière, c'est l'essence, mais à l'intérieur... c'est ça. Et alors, comme on est musée des tissus et des arts décoratifs, on travaille beaucoup sur les sens, parce qu'il y a le toucher avec le tissu, bien évidemment, mais il y a aussi les odeurs qu'on peut associer quand on regarde, par exemple, qu'on va parler des échanges avec l'Asie, le thé, les nouvelles boissons qui vont arriver au XVIIIe siècle, le cacao, le café, mais aussi la cannelle, qui est une épice qu'on retrouve sur la route de la soie, etc. Donc on arrive à relier plein de choses et on va travailler sur le toucher, sur le goût, sur l'odorat. Et ça, c'est vrai que on pourrait se dire ça c'est des trucs pour les enfants, ou pour les personnes dépendantes. Non, en fait, nous-mêmes, comme notre vue est le sens le plus sollicité, quand on s'aperçoit qu'on ferme les yeux, on va avoir des odeurs, du toucher qui va être très différent, et c'est très 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 intéressant. Et c'est vrai qu'à mon arrivée au musée, j'ai tout de suite voulu travailler avec un public en situation de handicap, parce que ça me paraissait assez simple de travailler sur les sens, alors que quand on est dans un musée, peut-être avec une collection moins tactile, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour le public non-voyant, et ça me paraissait assez simple aujourd'hui de l'appliquer dans un musée comme le nôtre. Et effectivement, grâce à avoir travaillé avec ce public non-voyant, effectivement, on a pu développer finalement des actions de médiation qui plaisent à tout le monde et qui contentent tout le monde. Et vous redécouvrez aussi parfois même les pièces. Tout à fait. Et justement, par curiosité, est-ce que vous, personnellement, il y a une pièce dans le musée que vous avez découvert depuis que vous travaillez ici, qui vous a marqué ou qui vous a inspiré Alors, il fut un temps, on faisait des conférences, et d'ailleurs on reprend l'année prochaine cette idée-là de partir d'une pièce du musée et de parler d'un domaine, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une pièce sur laquelle j'ai travaillé. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur la collection que nous avons des robes de Paco Rabanne qui date de la fin des années 90. On a un peigne Lalique de l'époque Art Nouveau, sur des collections de gants, etc. Mais il y a quand même une œuvre qui m'est souvent associée, et avec mes collègues, elle plaisante souvent, qui est en fait un costume de bain, non pas un maillot de bain, parce qu'elles me disent et toi et ton maillot, mais non, c'est un costume de bain qui date de 1908, qui est griffé du Bon Marché, donc c'est une pièce, on va dire, de prêt-à-porter, et qui a appartenu à une dame marseillaise, donc qui est montée à Paris au début du XXe siècle, acheter son costume de bain. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec son descendant, et qui me disait mon arrière-grand-mère était une femme extraordinaire parce qu'elle savait nager. Et ce costume de bain, effectivement, quand on le voit, il est ensergé de laine. Voilà. Donc on imagine un certain poids une fois qu'il est mouillé. Mouillé. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui est emblématique pour moi, et qui en fait évoque tellement de choses, parce que c'est le sport, c'est aussi le début d'une certaine libération de la pensée de la femme, du corps de la femme, même si on a encore une silhouette un peu 19e, avec une sorte de crinoline qui est encore là. Moi je pense qu'il l'ouvre à beaucoup de choses actuelles. Le sport et le monde du bain, je pense a fait
beaucoup pour libérer et faire avancer d'un point de vue technologique et d'un point de vue forme, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est une pièce que j'apprécie tout particulièrement. J'espère un jour pouvoir la revoir alors dans une expo. Oui, moi aussi. Ouais, parce que c'est vrai que l'histoire du maillot de bain et du costume de bain... c'est ça, il y a les couleurs emblématiques, les bleus marines, un bleu profond presque noir, donc c'est lié à une histoire beaucoup plus ancienne, sa forme, sa matière, enfin vraiment c'est pour moi une pièce qui évoque plein de choses différentes, et d'ailleurs je m'en sers beaucoup, là aussi quand moi j'interviens dans certaines thématiques et conférences, parce que je trouve que, et puis c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir au musée des tissus. Le musée va présenter des pièces qui sont toujours le sommet de l'esthétisme, le sommet de la technologie. Là on se dit c'est une pièce de supermarché, entre guillemets, de grand magasin, mais finalement fin 19e, début 20e, le grand magasin est une nouveauté. Donc c'est aussi notre rôle de parler de cette histoire. C'est intéressant, je fais une petite parenthèse, mais ça me fait penser à parce que dernièrement il y a l'histoire du maillot de bain qui est sorti de l'historienne Audrey Mier aussi, et je me dis ça fait écho, alors je vais le lire avec en allant regarder, en attendant avant de voir l'expo, de le voir en vrai, peut-être qu'il y a des images, mais parce que c'est vrai que c'est une pièce où on se dit il y a très peu de matière, mais en fait elle en dit beaucoup. Oui, alors sur celui-ci il y a quand même beaucoup de matière. Oui, parce que c'était 20e, mais après on a d'autres pièces, notamment on a redécouvert récemment justement là pour le coup on parle d'un maillot de bain créé par Sonia Delaunay. Donc voilà, on a d'autres pièces emblématiques liées au sport, et d'ailleurs on a une très belle collection qui représente différents sports. C'est quelque chose qui moi m'interpelle et qui probablement fera partie de nos présentations hors les murs à l'avenir. Vous nous tenez au courant, parce que là du coup même les auditeurs ils auront envie de venir. Et puis là vous nous avez parlé d'une pièce, et est-ce que vous auriez un ouvrage qui aussi vous a marqué et qui vous inspire? Je pose souvent cette question du coup à mes invités pour dire comme là on l'a vu dans toute cette conversation, la mode c'est pas que un vêtement, c'est aussi des livres, c'est notre imaginaire, c'est notre inspiration. Est-ce que vous auriez un ouvrage? Alors c'est vrai que le livre est quelque chose, en tant que médiatrice culturelle, est notre quotidien. C'est-à-dire qu'on lit toute la journée des textes d'archives, des ouvrages qui viennent de sortir pour se tenir un peu à la page de ce que l'on a écrit, découvert, les catalogues d'exposition, etc., etc. Mais j'avais plutôt envie de vous faire partager un livre que j'ai lu dans mon adolescence et qui me tient à cœur et qui est un peu qui m'a donné envie de poursuivre dans le domaine artistique. C'est donc Narcisse et Goldmoon de Hermann Hesse, qui est un roman qui se passe au Moyen-Âge, et c'est un prêtre qui accompagne un jeune garçon et qui va devenir sculpteur et qui va se découvrir par l'intermédiaire de l'art et pouvoir suivre sa vie. Voilà. Donc c'est un livre qui m'a accompagnée à mon adolescence et qui m'accompagne encore aujourd'hui, que j'espère relire bientôt. Et que vous êtes en fait que vous vivez aussi, c'est par l'objet que vous vivez chaque jour, que votre imaginaire en plus est au service du public. Ça donne vraiment envie de le lire. Je note. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, donc Cécile de Moncept, je rappelle votre nom, et à tous les auditrices et auditeurs, soyez les bienvenus. Il y a sur le site internet, donc il y a des choses qui se passent, puisque nous là on peut pas venir dans les murs rue de la Charité voir, mais il y a plein de choses qui se passent. Et puis donc continuez de venir découvrir,
ouais, donc il y a le site internet, il y a votre Instagram aussi, je Tout le à fait. partagerai, Donc il y a qui le est site super internet, riche. les réseaux effectivement où on essaye régulièrement de mettre de l'information et ma collègue va sur le Facebook du musée et l'Instagram effectivement régulièrement montrer des œuvres du musée par l'intermédiaire de thèmes aussi de notre quotidien, de l'actualité culturelle, politique, économique. Donc elle essaye toujours de faire des liens pour justement faire connaître et découvrir la collection différemment. Et sur le site internet qui est en restructuration, mais on voit voilà, où sont présentées nos œuvres dans les expositions temporaires d'autres structures. Et puis si vous voulez organiser une conférence, un atelier, on est à votre écoute pour des groupes constitués. Voilà, c'est un simple coup de téléphone ou un mail et on répond et on essaye de monter des projets sur mesure avec tout type de public. Et à Lyon, mais pas qu'à Lyon, puisque voilà, on se déplace dans toute la région, voire plus loin. Donc on a eu l'occasion de faire par exemple des visioconférences en Belgique. Et c'est voilà, aujourd'hui on est habitué à ces outils. Quand c'est ponctuel, c'est super. Merci beaucoup, c'est super riche. Merci de nous avoir fait imaginer tout ça et de jouer avec notre imaginaire et puis au plaisir de se retrouver bientôt dans les murs et puis durant une conférence et voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Eh bien, merci Sabine et Clara Descours de nous rejoindre et de partager plus de ce que vous faites avec justement au sein de l'entreprise même familiale Descours et Janton. Bienvenue. Merci, bonjour. Qui est Descours et Janton? C'est un nom qui a l'air d'avoir une histoire derrière. Tout à fait. Alors déjà, c'est un nom lyonnais. Les gens qui habitent en région Rhône-Alpes, souvent, c'est connu parce que c'est vraiment... les Descours sont vraiment une famille de la région Rhône-Alpes. Et en fait, donc moi, je suis Sabine Descours. Je suis née Descours et j'ai grandi dans les histoires de Soieries, de Soyeux, puisque ma famille, pendant 200 ans, a été l'un des soyeux des plus grands de la région. Ils embauchaient jusqu'à 600-800 ouvriers. Aujourd'hui, à Lyon, on en a encore des restes, puisque le quartier des Canuts, c'était le quartier des ouvriers soyeux. Et du coup, ça reste une histoire très forte pour Lyon et pour du coup ma famille. Et pendant 200 ans, ils ont fourni les plus grandes maisons de couture comme Coco Chanel, Balmain, Lanvin, en tissu et en tissage de très, très, très belle qualité. Et puis, la vie a fait que petit à petit, l'entreprise, après les différentes guerres et la crise de 29 et autres, la société familiale a fermé ses portes vers les années 60 à peu près. Et puis Clara et moi, il y a 3 ans, on s'est dit, on avait des métiers très différents. Moi, je travaillais dans le groupe des Galeries Lafayette. Clara a travaillé pour Maison Le Jali. Et on s'est dit, voilà, on a cette belle histoire, cet héritage, ce savoir-faire. Et moi, j'ai grandi dedans et Clara l'a eu par adoption. Donc, c'est presque plus fort finalement. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas revivre cette marque pour proposer aux femmes de redécouvrir le plaisir que c'est d'avoir une très belle soie, parce que malheureusement aussi, la qualité de la soie a beaucoup perdu sur le marché, parce que maintenant, beaucoup de gens en fabriquent. Et surtout, de rendre accessible un vêtement extrêmement bien réalisé, puisque notre collection est intégralement faite dans un rayonnage de 150 km autour de la région Rhône-Alpes. C'est quelque chose auquel on tient énormément. Et on a proposé aujourd'hui une collection, ça fait 1 an, 100% en soie et intégralement faite en région Rhône-Alpes. Et donc, vous êtes passé aussi de tisseur à faiseur. Exactement. Tout à fait. Tout en restant dans l'esprit de la famille, puisque ça reste une entreprise familiale, puisque Sabine et moi, donc, vous l'avez compris, sommes belles sœurs. Et puis, on est vraiment reparti des fondamentaux de Descours et Janton historiques en s'appuyant vraiment sur des soyeux qui travaillent la soie comme notre famille le faisait il y a 200 ans. Donc, avec un regard extrêmement attentif à la qualité des soies qu'on utilise. Voilà. Et à leur origine.
Et ça veut dire que l'histoire, par contre, les archives étaient toujours là, même si l'entreprise a fermé ses portes. Dans les années 60, vous avez dit, donc 60 ans plus tard, pendant ces 60 ans, il y a quand même eu des archives qui ont été conservées et tout ça, et accessibles. Exactement. Ça a dû faire, revenir dans l'histoire. Ça a dû être beau et puissant. Enfin, ça a dû. On a réouvert effectivement les malles stockés au grenier. Wow. Et on a retrouvé beaucoup de documentation de l'époque, alors beaucoup de correspondances aussi dans la famille, des dirigeants de la famille. On a retrouvé les statuts, on a retrouvé des imprimés. Enfin voilà, donc on est reparti d'une base quand même qui n'avait pas disparu. Et ça a été effectivement une introspection dans l'histoire familiale aussi. Donc c'était très intéressant au redémarrage de redécouvrir tout ça en fait. Une vraie source créative en fait dans l'histoire, par l'histoire en fait, c'est ça. Et il y a au musée du tissu et au musée de la soie, d'Escourt et Janton y est. Il y a des imprimés d'Escourt et Janton parce qu'à l'époque des soyeux, c'est toujours le cas, mais à l'époque c'était extrêmement puissant. Le fait de tisser de la soie et de faire un imprimé était extrêmement complexe. Ça l'était beaucoup plus qu'à notre époque aujourd'hui, parce que la modernité a fait que maintenant l'impression est un peu plus simple. Et ils avaient développé des imprimés qui étaient, c'était vraiment comme aujourd'hui on développerait une œuvre d'art. Et aujourd'hui, il y a plusieurs exemplaires au musée du tissu et au musée de la soie d'imprimés d'Escourt et Janton qui sont exposés parce que c'était une très très grande finesse et qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas forcément cette finesse-là de création. Puis maintenant, on en a vu tellement que ça paraît plus basique, mais à l'époque, c'était exceptionnel. C'est une vraie œuvre d'art. Et justement, est-ce que c'est cette histoire-là qui anime l'équipe? Parce que vous avez relancé donc il y a 3 ans et rouvert les portes, mais vous n'êtes pas que toutes les deux. Il y a toute une équipe, justement, vous allez en plus jusqu'à la fabrication, donc il doit y avoir pas mal de personnes. Qu'est-ce qui vous anime tous, en fait, à continuer, à avoir repris, en fait, cette histoire et se dire, allez, on continue d'écrire? Déjà, le plaisir de la mode, de faire de beaux vêtements qu'on a envie de porter, et donc le plaisir de porter des pièces qui tombent juste. Et la matière permet beaucoup ça. La matière soie est extraordinaire pour ça parce qu'elle permet un tombé et des finitions inégalables dans les autres matières, et puis surtout des coloris qui ressortent en termes de lumière et de luminosité vraiment beaucoup plus fortement que sur du coton ou sur toute autre matière. Donc ça nous anime beaucoup parce que le vêtement peut être l'occasion de sublimer cette matière et tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Sabine l'a évoqué en termes d'enracinement local et de choix des techniques de tissage. Mais effectivement, on a très à cœur aussi de faire perdurer ce savoir-faire. Aujourd'hui, il y a très peu de soyeux qui ont résisté à toutes les crises et justement à l'exportation de ce savoir-faire. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là sont vraiment extrêmement aboutis dans leurs compétences et aujourd'hui proposent une soie d'une qualité extraordinaire qui n'a rien à voir avec les soies qu'on peut trouver à l'étranger. Et ça, nous, on a vraiment à cœur de pouvoir permettre de contribuer à la préservation de ce savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup aussi, nous et nos partenaires, puisque nos fournisseurs sont vraiment des partenaires aujourd'hui dans notre aventure. Et c'est aussi un des éléments importants de notre développement, c'est valoriser ce savoir-faire et proposer des pièces mode très accessibles et faciles à porter. Ah ouais. Et du coup, si je vous demandais qu'est-ce que la mode pour vous, est-ce qu'on pourrait dire, en reprenant vos mots, Clara, ce serait faire perdurer par la fabrication? En ce qui me concerne, la première définition de la mode, c'est d'abord le plaisir. C'est le plaisir de se sublimer, le plaisir d'avoir de beaux vêtements, de se mettre en valeur. Et ça, je trouve que la mode a ça d'extraordinaire, c'est que de notre corps qui est ce qu'il est, Ouais. on peut se donner d'autres allures, d'autres attitudes et faire passer des messages. Donc ça, pour moi, la mode, c'est d'abord une notion de plaisir. Mais c'est aussi dans le prêt-à-porter, le plaisir de porter des vêtements qui nous subliment, se faire plaisir et puis et redécouvrir justement le plaisir de certaines matières comme la soie qui est particulièrement agréable à porter parce qu'elle est thermorégulatrice, parce que voilà, elle a plein de propriétés qui font que à la fois on se sent beau parce que c'est une matière qui sublime, mais à la fois on se sent
bien, parce que c'est une matière qui est extrêmement confortable et qui a plein de propriétés pour la peau aussi. Elle prend soin en fait en plus. Voilà, elle prend soin, exactement. Il y a la notion de soin et de plaisir très fort autour de notre marque et de ce qui nous anime. Et moi, il y a un point que je rajouterais, il y a quelque chose qui m'anime, c'est que pour avoir travaillé du coup dans un groupe comme les Galeries Lafayette, ce qui m'a plu et ce que j'ai voulu surtout retranscrire sur Descendre et j'entends sur cette grande partie-là, c'est que le côté responsable de faire un vêtement, je trouve qu'il y a un côté maintenant un peu bon greenwashing, ça c'est sûr, mais c'est surtout que j'avais d'abord envie que les femmes aient envie d'acheter ce vêtement pour le plaisir et la désirabilité, avant de l'acheter parce qu'elle fait un geste pour la nature. Je crois qu'aujourd'hui, c'est intrinsèque pour moi, dans des nouvelles marques qui se lancent, il faut être dans cette responsabilité, durabilité. La durabilité du vêtement passe par sa réalisation, par sa fabrication. Parce que comme on le sait, un vêtement qui est mal cousu, il va se défaire extrêmement vite, il va se trouer et du coup, il va vieillir. Alors qu'un vêtement qui est bien réalisé, bien cousu, avec une couture comme autrefois, peut rester des années. Et d'ailleurs, les grandes maisons de couture, si aujourd'hui le marché du vintage marche autant, c'est parce que les grandes maisons comme Saint-Laurent ou Chanel, il y a 50 ans, produisaient avec des techniques de couture que les couturières aujourd'hui ont quasiment perdu. Il faut le savoir quand même, parce que maintenant, on leur demande tellement de fabriquer en masse qu'elles ont oublié ces finitions-là. Nous, on avait envie de réinstaurer ça pour justement créer le désir. Je me sens bien et belle dans mes vêtements. Et en plus, de ce fait, il va durer longtemps et je vais du coup faire quelque chose de bien dans cet univers de la mode qui est effectivement le deuxième secteur le plus polluant après la voiture. Donc, c'est vrai que ça avait un sens par rapport à ça. Mais d'abord, le plaisir et le désir. Ouais. Et de toute façon, après, ce qui est beau, ça perdure. Oui. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tous les scandales de la fast fashion, etc., je trouve que la mode, c'est aussi l'expression des valeurs qu'on porte. Donc, il y a effectivement le côté esthétique, plaisir, etc. Mais il y a aussi maintenant, je pense, et nous, en tout cas, c'est ce qui nous anime et ce qui est très important, c'est toutes les valeurs qu'il y a derrière. Donc, nous, c'est les valeurs du savoir-faire français, préserver des emplois en France, c'est travailler avec la région, avec tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'on a une richesse incroyable en France qu'on a oublié pour des histoires de prix, d'aller chercher moins cher, toujours moins cher. Et puis, du coup, on s'est complètement... éloigné de notre marché, et ça, c'est des valeurs qui sont très importantes. C'est la valeur aussi environnementale. Nous, on est sur un circuit très court de production, on travaille sur des matières naturelles, et je pense qu'aujourd'hui, à développer un business sans avoir conscience de ces aspects environnementaux, c'est presque irresponsable. Donc nous, c'est aussi des valeurs très fortes qu'on porte dans notre marque, et donc à travers nos produits, c'est ça aussi la mode pour nous. C'est au-delà de la désirabilité et du plaisir, c'est aussi les valeurs que ça véhicule. Et alors, c'est pas forcément visible et ostentatoire, mais en tout cas, on communique autour de ça. Et c'est un argument important pour nous parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui, comme le disait Sabine, font du greenwashing, qui parlent de leur article éco-responsable, sachant que 90% du reste de la collection ne l'est pas, mais ça leur permet juste de communiquer. Nous, c'est vraiment un enracinement très fort du début jusqu'à la fin de la conception du vêtement, même dans son design. On a essayé de travailler sur des matières des coupes assez intemporelles pour que les vêtements ne se démodent pas. Mais c'est vraiment le plus, c'est-à-dire que la femme qui achète chez nous un vêtement va le trouver beau, va se sentir bien dedans, parce qu'il y a un bien-être autour de la soie très fort, mais aussi pourra être fière de ce qu'elle porte, parce qu'elle effectivement, elle aura contribué à garder ce savoir-faire, à l'exprimer et à le faire vivre, et puis tout en étant respectueuse de la planète. Donc ça, pour nous, c'est vraiment les petits plus. Ils sont fondamentaux pour nous, mais pour la cliente, c'est des plus qu'on trouve importants. Voilà. Ouais. Merci pour de nous avoir fait goûter à l'essence, on va dire, de Descours et Janton. Et juste pour que... pour les amoureux de la soie ou ceux qui ne connaissent pas trop cette matière, où est-ce qu'on peut découvrir vos pièces? Je crois que vous avez un showroom à Paris, c'est ça? Et ouais. Alors, on a surtout un site e-commerce, là où vous pouvez très rapidement accéder à toute la collection. Et après, effectivement, on a un showroom à Paris, et en ce moment, on expose rue de Passy, dans une boutique au 54 rue de Passy, toute notre collection, et après, ça sera à Lyon. Donc, en vente éphémère, on essaie d'alimenter Paris et Lyon en alternance. Mais voilà, aujourd'hui, vous pouvez nous trouver dans ces endroits-là. Super, comme ça on pourra redécouvrir la luminosité, le toucher de cette magnifique matière qu'est la soie, et qui est un vrai héritage de la région. Merci beaucoup
Clara et Sabine pour ce temps et au plaisir de se rencontrer en vrai du coup à une prochaine sur Lyon. Avec plaisir. Merci beaucoup, vous aussi. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillés, habilleurs, à la semaine prochaine.